Voilà donc cette vidéo, si on n'a pas de problème de connexion, donc je sais pas, je veux certainement trouver un lien pour la reposter au cas où voilà, selon le besoin de chacun. Et peut-être s'il y a des retardataires, parce que là on est sur la partie machine learning, mais lorsqu'on va aller dans la partie deep learning, tout ce qui concerne le machine learning, ce sera un acquis au fait. Donc voilà. Donc lorsqu'on a débuté notre cours, on a d'abord parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà, on a dit que l'intelligence artificielle de nos jours, ce que l'on voit on va dire comment, sur le marché dans le domaine de la recherche actuellement, on considère toute cette intelligence artificielle au fait est considérée comme l'intelligence artificielle faible. Donc, l'intelligence artificielle forte, et c'est tout ce qui concerne, voilà, on va dire le futur. Donc, tout ce qu'on voit dans la science-fiction. Donc, certains chercheurs très passionnés et voilà, ils croient fortement qu'un jour on arrivera là-bas. Et voilà, dans notre cas, dans le domaine de l'IA faible, également, voilà, il y a le machine learning qui concerne ce sur quoi on va travailler. Et il y a la partie de la programmation par contrainte, ou les méta-heuristiques et méta-heuristiques. Donc, cette partie, c'est une partie de l'intelligence artificielle, mais vous allez également, elle est un peu imbriquée dans le machine learning aussi, on la retrouve. Donc, pour ceux qui connaissent un peu des mathématiques, qui font mathématiques ici, ils savent, voilà, tout c'est lorsqu'on commence à parler d'optimisation, qu'on commence à parler des gradients, le reste, on est déjà un peu dans ça, mais c'est un autre concept. Donc, nous, on a parlé du machine learning. Donc, le machine learning, c'est un domaine de l'intelligence artificielle, voilà, qui permet, au fait, d'apprendre à partir des données, au fait. Donc, supposons que on a des enregistrements, peut-être des ventes, euh, peut-être des milliards d'enregistrements. Donc, lorsqu'il faut, exemple, peut-être se prédire si dans 5 ans, dans 10 ans, comment va évoluer peut-être ce produit, on peut utiliser le machine learning pour apprendre à partir des données déjà entrantes et voilà, chercher à prédire plus ou moins comment les choses vont se passer. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu ça, la vision du machine learning. Et dans le machine learning, nous avons dit que, voilà, lui-même, il peut être divisé en quatre sous-domaines. Donc, on a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, on a le deep learning, on a le renforcement learning. Donc, nous avons essayé de représenter cela. Voilà, on a donné des exemples sur les mails. Lorsque on rentre sur nos mails, on remarque qu'on a des spams, on remarque qu'on a des courriers identifiés comme normaux. Voilà, donc ici, le machine learning est utilisé également. Et donc, c'est un programme intelligent, après à partir des données, des spams et non spams, qui ensuite permet de savoir si un mail, lorsqu'il arrive, c'est un spam ou pas. Donc, exemple, lorsque quelqu'un va prendre ton mail, par exemple, t'envoyer un mail de l'auto pour te dire que félicitations, vous avez gagné. Donc, exemple, l'intelligence artificielle de Yahoo, de Google ou de Microsoft va détecter que, voilà, ce mail-là, c'est un spam. Donc, voilà. On a aussi l'apprentissage non supervisé. Donc, ici, on donnait un exemple du système de rayonnage dans des supermarchés. Voilà, on disait que parfois, lorsque on va dans des supermarchés, on trouve, voilà, on trouve des rayons disposés d'une certaine façon. Mais si on quitte d'un endroit A pour aller dans un endroit B, exemple dans une autre ville, on va remarquer que peut-être là-bas, le système de rayonnage est différent. On peut trouver, exemple, des tomates à côté, exemple, du pain. Ailleurs, on peut trouver du pain à côté, peut-être même
voilà, des habits, ce qui peut être étonnant en fait. Mais ceci n'est pas fait par hasard, peut-être parce que au niveau de la consommation locale, lorsqu'on a utilisé peut-être un algorithme d'apprentissage non supervisé, on a détecté, exemple, que ceux qui consomment du pain consomment aussi, voilà, prennent aussi des habits en même temps. Donc, tout ça, c'est des systèmes de machine learning. Donc, non supervisés. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un entraînement, on ne connaît pas les résultats, en fait, que l'on va obtenir, en fait. Donc, c'est comme si on a, voilà, on a une population nombreuse et on nous demande de caractériser les différents types de populations qui existent à l'intérieur. On ne sait pas, en fait, au départ, quel est le type de population qui est à l'intérieur, qui est dans ce groupe. Donc également, on a le deep learning. Donc le deep learning, c'est un système qui est basé sur, on va dire ça comment, le système neuronal de l'homme. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, on parle d'apprentissage profond. Donc c'est un ensemble de couches de neurones qui sont liées les uns après les autres. Donc un exemple pour mieux comprendre ça, c'est le système de la vue de l'homme. Lorsque nous les hommes nous regardons, pour nous, de détecter, exemple, que voilà, en face de nous, nous avons une bouteille, pour nous, c'est trivial. Mais pour la machine, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans l'exemple appareil de la vue de l'homme, il y a exemple des neurones qui sont connectés à nos yeux, qui nous permettent donc de répertorier des lignes, de répertorier des lignes obliques, des lignes verticales, voilà, des cercles. Donc, au fur et à mesure, en fonction de la profondeur, donc chaque couche de neurones se spécialise. Donc, voilà, donc il y a des neurones plus profonds qui vont détecter des cercles, il y a des neurones moins profonds qui vont détecter des lignes obliques et ainsi de suite. Donc ici c'est voilà l'apprentissage, voilà le reinforcement learning. Le reinforcement learning, c'est voilà, c'est ici j'ai pris l'image d'un singe qui apprend, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc pour donner une image, c'est un peu le système de dressage d'un animal. Donc lorsqu'on a exemple un chien, pour que le chien apprenne exemple à détecter de la drogue, qu'il apprenne exemple à jouer dans un cirque de spectacle, le maître pour apprendre le chien à le faire, il utilise un certain langage de récompense et de punition. Donc c'est-à-dire que quand le chien va exemple bien agir, qu'est-ce que va faire le maître? Le maître va punir son chien. Et quand le chien va bien agir, il va lui donner une récompense. Ça peut être un os, voilà, etc. Donc, c'est un peu ça, le système de renforcement learning. Donc, après ça, donc ici, ça, c'est tout ce qui concerne l'IA4. Donc, voilà, ça, c'est la notion des films, hein. Donc, vous voyez ici. Et je parlais que, voilà, je disais que c'est la photo d'un film de science-fiction, Ex Machina, pour ceux qui veulent être curieux à les regarder. Donc, en gros, c'est un robot que les hommes ont construit et qui de plus en plus va développer, au fait, de l'humanité. C'est-à-dire qu'il va avoir des sentiments, voilà, il va commencer à réagir vraiment. Donc, voilà. Donc, ici, je parlais de ce film-là. Donc, dans ce film-là, voilà, je disais que on a une IA qui développe, voilà, plus ou moins une humanité et derrière, après, elle essaie un peu comme de se rebeller contre celui qui l'a créé. Donc, c'est un peu tout ce concept-là lorsque, bon, voilà, des personnes crient au danger de l'IA, que l'IA peut être dangereuse. Donc, c'est un peu ce côté philosophique vision que certaines personnes, en termes de précaution, peuvent donner sur l'IA. Donc après ça, on a parlé plus ou moins des outils que nous utilisons dans ce, dans cette formation. Donc on a parlé de la bibliothèque NumPy, on a parlé de la bibliothèque Panda, on a parlé de la bibliothèque Matplotlib, on a parlé de l'environnement Jupyter Notebook, Anaconda, Google Colab, de Kaggle, voilà. Donc, il existe aussi d'autres. Donc, qu'est-ce que Google Colab, Kaggle, ce sont des solutions cloud. Google Colab, ça appartient à Google. Kaggle, ça appartient à Kaggle. Donc, il y a aussi d'autres solutions cloud. Voilà, il y a pour Microsoft
Microsoft Azure, il y a pour Amazon, Amazon Web Service. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, hum, voilà, donc au niveau de l'utilisation, donc pour la première séance, nous avons fait des démonstrations sur Google Colab. Donc ici, on va pas revenir dessus. On a fait une introduction voilà, en Python. Donc tout ce qui concernait les listes, les ensembles, voilà, tout ce qui concerne le Python parce que c'est important dans cette formation. Donc maintenant pour ce tutoriel, donc comme j'ai déjà pour la première séance, j'ai déjà partagé le comment utiliser Jupyter Notebook pour les personnes, exemple, qui ne savaient pas, qui est utilisé sur Google Colab. Donc dans ce tutoriel, voilà, je veux compiler mon code en local. Voilà. Donc on va commencer. Donc ici, ce qu'on a vu la première séance, c'était ça. Donc tout ce qui concerne Python, on a vu jusqu'au dictionnaire. Donc maintenant, là, on va parler de Python pour la data science. Donc cette séance, on va voir ces librairies-là, dont je parlais ici. Voilà, donc on va voir ces librairies. Voilà, donc NumPy, Panda, Matplotlib. Et on va commencer également scikit-learn. Mais donc ici, on va voir tout ce qui concerne, on va dire, la data science. Et à partir de voilà la séance 3, on va rentrer dans tout ce qui est algorithme, donc de machine learning, donc cas plus proche voisin et voilà et le reste. J'insiste avec bon, j'ai pris du temps avec ça, c'est parce que lorsque on fait exemple du machine learning ou de la data science, si déjà nos données, on n'a pas pu bien les modéliser, on va dire ça comment les structurer, même si on utilise les meilleurs algorithmes de machine learning qui puissent exister, on peut pas s'attendre à des bons résultats le plus souvent. Donc voici pourquoi c'est important de s'attarder sur ça. Donc pour commencer, donc on va voir la bibliothèque NumPy. Donc ici, les concepts que nous allons aborder ici dans la bibliothèque NumPy, ce sont les tableaux homogènes, le slicing, les opérations vectorielles, l'indexation et la sélection. Donc, la bibliothèque NumPy, au fait, lorsqu'on a vu pour le cours passé, lorsqu'on a commencé à parler des listes, des dictionnaires et le reste, donc, ce qu'on remarquait, c'est que Python, c'est un langage orienté objet. Et lorsque on fait de la science des données avec des objets comme les listes et les dictionnaires, ce sont des objets euh, assez hétérogènes et le plus souvent, donc lorsqu'on les lance avec des machines, elles sont assez lentes. En fait, elles sont assez lentes et par occurrence, et lorsqu'on va les utiliser on va dire ça comment, dans des programmes assez importants, elles vont alourdir le système de calcul au fait. Parce que lorsque l'on parle de machine learning, de deep learning, de l'intelligence artificielle, il faut pas oublier la partie très importante qui est corrélée à ce domaine, c'est la puissance de calcul. Donc voici pourquoi des systèmes comme Google Colab sont nés, Kaggle, le reste, parce que la puissance de calcul est importante. Donc dans ce cours, j'ai déjà envoyé comment on va dire ça, j'ai déjà envoyé ce fichier la dernière fois. Donc, vous pouvez simplement le télécharger. Moi, je l'ai ici. Pour ceux qui ont exemple des machines qui ne sont pas peut-être assez importantes, vous pouvez utiliser Google Colab également pour faire tourner ces algorithmes-là. Donc, je n'ai pas une machine assez puissante, mais pour ceux que l'on fait, on va dire, plus ou moins, c'est abordable. Et si c'est pas abordable, on va aller sur Google Colab. Donc, voilà.
Pour utiliser NumPy, comme je disais, qui est une bibliothèque pour gérer la notion des tableaux, qui est mieux que les listes. Donc voilà, on déclare NumPy. Voilà. Donc je vais compiler ça. Donc voilà, donc vous voyez ici j'ai importé donc entrée 1, donc là ça a compilé. Donc ça c'est ici pour créer exemple un vecteur. Donc ici lorsque donc pour ça c'est pour ceux qui sont pas habitués à Python, c'est un alias. Donc j'ai renommé le NumPy ici en NP. Donc ici pour déclarer exemple un tableau, donc soit on peut déclarer un tableau avec le nombre d'éléments, donc sa dimension, le type. Donc ici, on déclare un tableau de 3 éléments et de type int, donc un entier. Donc c'est un vecteur, donc on peut faire la même chose. Donc vous voyez ici, donc au niveau des out, donc il donne un vecteur. Donc c'est la même chose également avec ça, mais c'est important. Donc ici, le type c'est float. Donc ici, c'est une matrice de lignes, 4 colonnes. Donc, avec NumPy aussi, voilà, on peut traiter des nombres complexes. Voilà, donc voilà. Également, donc ça c'est exemple lorsque pour ceux exemples qui ont déjà une idée du traitement des images, ils ont un peu une idée de ça. Donc ici exemple on a eu un tableau tridimensionnel. Donc exemple pour la notion des images, donc on peut voir ça pour donner un exemple d'une image. Donc une image c'est quoi? Bon, c'est une matrice de manière algébrique. Donc c'est une matrice. Donc ici exemple on a une image. Parfois vous voyez dans des images on vous dit exemple 1200 pixels sur exemple 700 pixels. Donc ici c'est un peu ça. On peut dire c'est une image voilà de taille 5 x 6 donc 5 lignes. 6 colonnes, mais ici le 4, donc pour les images souvent c'est 3. Vous pouvez, donc ça c'est bon, c'est vrai qu'on va parler de ça plus tard, mais c'est important de voir ça. Donc ici, donc pour les images c'est 3. Pourquoi? Parce que exemple pour ceux qui ont déjà une notion de traitement des images, une image on va dire est basée sur 3 couleurs, ce qu'on appelle des canaux. Donc RGB rouge, vert, bleu. Donc c'est souvent représenté ainsi au fait. Donc on est donc pour une image exemple, elle a 3 dimensions. Donc dans notre cas ici, c'est voilà, c'est 4. Donc on va essayer d'afficher ça. Donc vous voyez, donc on va essayer de compter. Donc en termes d'éléments, on a combien d'éléments? Ici on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5. Donc ici voilà, c'est ça. On a les 5 lignes. Et, et en termes d'éléments à l'intérieur d'un élément, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, voilà, on a 6. Maintenant, en termes ici, soit vous pouvez voir ça comme de la profondeur. Pour les images, on parle des canaux. Donc, c'est une image à 3 canaux. Pour les images, on va dire ça comment? Simple, sauf les images satellites, elles ont 4. Le quatrième élément, bon, je l'ai pas en tête. Donc, en termes d'éléments, donc, si on essaie de compter, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on a un tableau tridimensionnel. Donc, ça ce que c'est l'importance, au fait, des bibliothèques NumPy de Python. Donc, après ça, on a, voilà, une seconde façon de le faire. Donc, voilà. On déclare un array et on lui donne directement les éléments. Mais là, derrière, Python, en fait, bon, puisqu'ici on parle de Python, et il va comment on va dire ça, lui-même deviner au fait les types des variables au fait. Donc, s'il faut dire ça ainsi. Donc, la même chose, donc vous voyez ici. Donc, on a mis ici des nombres flottants, et voilà. Ici, on a juste mis 1, 2, mais lui, il a transformé les autres en nombre flottant. Donc, c'est comme je disais, lorsqu'on a vu la notion de liste et dictionnaire, on peut mélanger tout en même temps, les bananes et les pommes, avec la notion des éléments NumPy.
il prend des éléments homogènes en fait. Et ça, c'est important pour la notion des calculs en fait. Donc ici aussi, voilà, nous sommes dans des éléments complexes. Donc voilà, ici on déclare une matrice de 2 lignes, voilà, et de 4 colonnes. Donc ici on a nos 2 lignes, on a nos 4 colonnes. Donc voilà. Donc dans ce cas également pour les nombres complexes, donc pour Python avec NumPy, voilà, un nombre complexe se déclare sur la variable j ici qui est le plus important. Donc ici on pouvait mettre 2 ici, voilà. Donc vous voyez. Donc on a ce nombre complexe, voilà, d'une matrice de 2 fois 2, 2 lignes, 2 colonnes. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je dis ici. Voilà, NumPy va alors déterminer lui-même le type de taille des tableaux. À noter qu'il est possible de forcer le type. Voilà, donc dans ce cas exemple, on peut déclarer ces éléments, mais au niveau du type, on peut imposer que ce soit des complexes au fait. Donc si j'affiche arrow 0, donc vous voyez, donc je pouvais également mettre ici float, ça va donner la même chose. Voilà. Donc vous voyez maintenant ça a mis des points, donc c'est pareil. Donc ça c'est la façon d'afficher des éléments en NumPy. Donc dans array 4, voilà, si on veut afficher un élément d'un tableau, donc c'est la même chose également ici. Voilà, donc c'est tout, ce sont les tableaux qu'on a déclarés ici. Donc vous voyez ici array 5 lorsqu'on fait un affichage, donc c'est un peu ça. Donc là maintenant on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'indexation et le slicing. Donc slicing c'est voilà, c'est comme des tranches. Donc parfois on a des tableaux assez grands. Parfois on a des tableaux assez grands et donc il nous faut faire des tranches de ces tableaux-là. Donc voilà. Et si aussi on veut allouer des nombres à l'intérieur de ces indexations. Donc, exemple, au niveau d'array 1, à l'élément 1, array 0 plutôt, à l'élément 1, on va mettre l'élément 4. Donc, pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a deux façons, en fait, de déclarer des éléments, des tableaux NumPy. Donc, soit on déclare avec des zéros, donc c'est ce qu'on disait ici, avec les zéros. Donc, vous voyez, dans ce cas, donc si on déclare, par exemple, avec des zéros, parfois c'est important de le faire parce que ça va nous permettre peut-être de faire des manipulations. Donc, parfois, on veut juste un tableau vide avec des zéros. Maintenant, plus tard, si on veut si on veut le remplir, on peut faire ce genre d'indexation, en fait. Donc dans l'élément 1, 0, qui est un vecteur seulement, on va lui mettre l'élément 1. Dans le tableau 1, donc à la ligne 1, ici la ligne commence à partir de 0, donc à la ligne d'indice 1 de colonne 3, on va lui mettre l'élément 3,3. Donc voilà, et c'est la même chose ici, donc avec array 3 qui est tridimensionnel. Donc ici, ça veut dire que à l'élément d'indice I3 de colonne 4, et ici, soit, je sais pas comment on peut le dire ici, soit la profondeur ou bien le canal 2, on va lui mettre l'élément 3. Donc on va essayer d'afficher ça exemple ici. Donc, ici, je vais créer, pardon, on va afficher array 3. Donc vous voyez, donc c'est un tableau de 0, donc il est ici en fait. Il est maintenant ici. Donc c'est un peu ce qui est important à l'intérieur. Donc voilà, donc ici on a parlé de l'indexation, donc ici on parle du slicing. Donc voilà, le slicing, donc c'est comme je disais, ce sont des tranches et parfois aussi lorsqu'on fait des manipulations, on aura besoin de faire de telles manipulations. Donc ici, il nous permet de retourner l'élément, de retourner les éléments d'indice compris entre 2 et 3.
Donc ici, il retourne la première liste de array. Donc ici, il va retourner la dernière colonne de array. Donc on va essayer de tester ça. On va tester les deux derniers. Voilà, donc vous voyez ici. Donc de l'élément 3 qui est assez grand. Donc on sait juste parfois, ça arrive. Donc on aura juste parfois besoin de manipuler ce genre de choses en fait. Donc de faire du slicing, c'est comme faire du pointage à l'intérieur en fait de nos éléments. Donc ici également on peut faire la même chose. Donc c'est un peu ça. Donc après ça, donc ça c'est la façon de faire exemple des itérations. Donc NumPy comme je disais, c'est également il nous permet de manipuler des éléments. Donc à l'intérieur de NumPy, vous pouvez aussi également aller faire des recherches. Il y a la notion exemple de faire des opérateurs comme faire des sommes, voilà, comme faire des multiplications, comme les cosinus, voilà. Donc c'est des éléments qui existent. Donc voilà, donc vous voyez exemple pour l'élément array 5. Donc, on fait une somme de chaque des indices, au fait. Donc, ici, lorsqu'on fait des sommes, voilà. Donc, vous pouvez aller regarder la, la documentation, voilà, officielle de NumPy. Et après ça, en fait, on a la notion, voilà, des matrices. Donc, exemple, comment multiplier une matrice, comment, voilà, euh, voilà, faire des exposants dans une matrice. Donc, exemple ici, on va retourner le nombre des éléments. Ici, on va retourner le produit élément par élément. Donc, voilà. Donc, si on, par exemple, dans ce cas-là, je vais compiler tout ça. Donc, vous voyez. Donc, l'addition, là, ici, il a juste à afficher la multiplication de la matrice 1 fois 10 fois 2. Donc, 10 fois le carré des éléments de la matrice 1. Donc, Euh, allô? euh, Oui, oui, j'aimerais juste préciser au niveau de la somme, il faut qu'il soit de la même dimension, non? C'est bon. oui, bien sûr, merci. Oui, il faut qu'elle soit de la même dimension, bien sûr, bien sûr. C'est des opérateurs mathématiques. Donc, voilà. Donc ici, exemple, si on prend ça aussi. Donc, voilà. Donc, on a la matrice 1 fois la matrice 2. Donc, ici, c'est élément par élément par élément. Donc, c'est également ça. Donc, il y a plusieurs opérateurs, hein. Donc, après, ici, on a la notion des cosinus. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est l'exponentiel qu'il a affiché. C'est pas le cosinus. Pardon. Oui, fidèle, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, J'aimerais juste poser une question par rapport au oui, produit matriciel. oui, Euh, on a dit que quand on fait le produit de la matrice 1 oui. fois la matrice 2, c'est le produit élément par élément. C'est par exemple le premier élément de la première ligne Avec de la matrice 1, avec le premier le élément. premier élément de l'autre matrice aussi. Effectivement, oui. C'est ça. Donc ce n'est pas le produit matriciel comme on l'entend Non, comme en normalement. algèbre, non. Pour faire le produit matriciel, D'accord, justement, il est ici, au fait. Tu vois? Ça, c'est, d'accord. donc, Merci, soit, merci bien. non de rien. Donc, voilà. Donc, on va vite afficher ça. Donc, voilà. Donc, ici, et ce cosinus aussi, c'est pareil. Il va faire, en fait, le cosinus élément par élément, en fait. Donc, ces opérations sont importantes. C'est pourquoi? Parce que en faisant la science des données, c'est des éléments, c'est des choses que l'on peut être amené à vouloir faire, en fait, qui est parfois, je vais dire, différent, peut-être du contexte purement mathématique. Donc, c'est un peu ça. Mais, et pour exemple, la notion
des notions, des notions mathématiques purement. Et il existe aussi on va dire ça comme des opérateurs bien définis pour ça. Donc ici, exemple, le produit matriciel, il y a trois façons de le faire. Donc soit on utilise NumPy dot M1, M2, soit on utilise M1 dot matrice M2, soit on utilise l'arrobase. L'arrobase, il est récent. C'est avec le développement de Python, je pense dans la version 3 qu'ils ont commencé à mettre ça. Donc et après également, nous avons des opérateurs comme arrange. Donc voilà, on va voir ce qu'il fait. Donc voilà, donc vous voyez ici l'opérateur range. Donc cet opérateur le plus souvent, c'est lorsqu'on fait des simulations. Parfois, pour avoir, par exemple, des nombres, exemple de 0, entre 0 et 1, parfois on veut avoir 1000 nombres pour faire certaines simulations. Donc, c'est des choses qui sont utilisées. Donc, voilà. Donc, au niveau de range, donc au niveau de range, donc vous voyez ici, il crée des nombres entre 5 et 9 au fait. Le 10 n'est pas y compris. Mais on peut aussi forcer l'élément à ce qu'il soit accepté. Donc voilà, donc c'est la même chose. Vous pouvez aller regarder ça de plus près. Donc ici, c'est la même chose. Il va prendre des nombres entre 3 et 10, mais avec un saut de 2. Voilà, donc voilà. Également ici. Donc ici, on construit des nombres flottes entre -3 et 3 et avec décalage au fait 0,5. Donc c'est des éléments intéressants lorsque l'on veut manipuler certaines choses. Linspace, il fait la même chose. S'il vous plaît, oui, vas-y, allez, oui, Laoli, je t'écoute. En fait, j'ai juste une question au niveau des fonctions. Déjà, je vais dire, est-ce qu'il y a une astuce parce que je vois que la plupart des fonctions built-in qui existent déjà, c'est comme des fonctions qui sont valables, par exemple, pour les tableaux sans NumPy. Je voulais savoir, est-ce que c'est pratiquement la plupart des fonctions qui existent déjà sans NumPy, la plupart, ils existent aussi avec NumPy, c'est ça? Déjà, je voulais juste avoir une sorte de Oui. technique quoi, pour me retrouver. D'accord. Au fait, il y a deux choses. Sans NumPy, il y a mon NumPy et Panda, tu vois. Généralement, ils sont couplés, tu vois. Tu vas trouver ces opérateurs. Mais en dehors, exemple de NumPy et de Panda, ces opérateurs, en fait, tu vas pas les trouver simplement, en fait, en Python, en fait. Tu vas trouver des éléments basiques avec comment on va dire, des bibliothèques, exemple maths de Python, mais tu vas par exemple trouver certaines choses que propose NumPy, au fait, ou bien Panda, parce qu'il y a pas que, on va voir ça aussi, Panda, mais bon, D'accord. voilà. Parce Oui, que vas-y. je vois par exemple, je vois par exemple comme le arrange là, c'est comme la même chose que le range qu'on utilise dans la boucle et tout. Et c'est pour ça en fait. Oui, c'est pour aller très vite, au fait. C'est pour aller D'accord. très vite. C'est pour aller très vite. D'accord. Exemple, en Python, voilà, voilà, c'est peut-être parce que à la première séance, tu n'étais pas, mais justement, on a parlé de ça. Je pense que tu veux parler de ce genre de choses. Et, c'est ça, je pense que, voilà, tu veux parler de ce genre de choses, n'est-ce pas? La compréhension des ensembles, Ouais, voilà, oui, les- voilà, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est des choses qu'on a vues, au fait, lorsque on manipule simplement du Python. D'accord, merci. Non, de rien. Donc, voilà. Ok. Voilà, donc Linspace, il fait pratiquement la même chose. Il fait pratiquement la même chose que, voilà, que Arrange. Donc, exemple ici, on veut 10 nombres entre 2 et 5 au fait. Il va nous donner des nombres à virgule, des nombres à virgule.
Donc voilà, un peu ils font la même chose. Maintenant, la spécificité de Linspace, c'est au niveau de la manipulation des virgules, au fait. C'est surtout ça, exemple. Si, exemple, quelqu'un veut 1000 nombres entre 0 et 1, voilà, Linspace, il est pratique pour ça, exemple. Exemple, ici, on va en mettre 100, donc vous allez voir. Voilà, donc vous voyez il va nous les donner, au fait. Il nous fait un découpage. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Donc, il y a aussi cette fonction qui est très, très importante lorsqu'on fait de la manipulation des données. Donc, on a la notion des reshapes. Donc, reshape, pourquoi? Parce que, bon, il m'est arrivé, lorsqu'exemple que je lance lors de mon travail, que parfois, exemple, je manipule, bon, ça c'est au niveau des textes. Parfois, je manipule des données, donc des textes n'ont pas la même, les textes n'ont pas la même longueur. Mais pour les faire entrer dans certains algorithmes de machine learning, pas de deep learning, le deep learning c'est un peu plus différent. Et tu essaies de faire entrer des éléments différents. L'algorithme te dit que tous les éléments n'ont pas la même taille. Or, donc ces genres d'éléments te permettent de faire certaines gymnastiques pour mieux manipuler tes données. Bien que parfois c'est pas suffisant, tu vas devoir coder, donc faire des arrangements entre cette fonction-là, voilà, et d'autres éléments. Donc, exemple ici, on a déclaré un élément A qui a des éléments de 1 jusqu'à 7 exclus. Donc, en faisant une fonction reshape, donc ici on a des éléments de 1, donc et lorsque je fais une reshape ici, ici on a d'abord un vecteur. Après ici je lui dis que tu vas me transformer ce vecteur en une ligne, en une matrice de 3 lignes et de 2 colonnes. Donc vous voyez ici au niveau, j'ai 3 lignes maintenant, 1, 2, 3 et 2 colonnes. Donc c'est un peu ça. Donc ici, exemple dans ce cas-là, donc ici ça permet de quitter de cet état à cet état. Après on quitte de cet état à cet état et de cet état à cet. Donc voilà. Donc c'est un peu cette manipulation. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est une fonction aussi assez importante. Donc après la bibliothèque NumPy, on a Matplotlib. Donc, lorsque l'on fait de la data science, du deep learning, tout ce qui concerne le domaine de données, il arrive un moment où on veut soit vérifier nos données, on veut soit voir comment nos modèles sont entraînés, soit on veut interpréter nos données également. Donc, pour interpréter nos données, à un moment donné, on va rentrer dans la notion de la représentation graphique. Donc, dans la notion de la représentation graphique dans le domaine de Python, la bibliothèque la plus utilisée, voilà, c'est Matplotlib. Donc, dans Matplotlib, elle a cet élément pyplot qui permet de faire la représentation des courbes. Donc, on va simplement importer cet élément. Ici, on va voir qu'un aspect de Matplotlib, mais c'est un élément assez puissant. Hein. C'est assez puissant, vous pourrez vous-même essayer d'aller voir. Donc, dans ce cas, dans ce concept, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la représentation unidirectionnelle, on va voir la représentation graphique bidirectionnelle et tridimensionnelle. Donc, donc vous voyez ici, lorsque je parlais, exemple, de Linspace, donc ici, on déclare un vecteur qui a des nombres entre 0 et 1, mais de 50 éléments. Donc, voilà, c'est l'élément qui va nous permettre de faire ça. Et on fait un affichage. Donc, ici, c'est simplement ce que l'on fait, c'est quoi? C'est la fonction f de, voilà, s'il faut dire ça, f de x égale à x au carré. Donc, y égale à x au carré. Donc, on prend tous les éléments de x, on les élève au carré. Et ensuite, on prend le PLT, comme en NumPy, je fais ici un alias, j'ai renommé ça. Et ensuite, on affiche ces points. Donc, on affiche les x et les y, les x et les y. Et c'est dans la fonction plot. Donc, plt.plot, on met les éléments. Et ensuite, on fait le show. Show, c'est pour dessiner, en fait. Donc, lorsqu'exemple, on dessine ces éléments-là, donc, il donne ces genres de courbes. Donc, ça, c'est l'une des choses les plus basiques. Donc, après, il y a la notion de la représentation des nuages de points. Donc, ici, bon, voilà, c'est une fonction que
voilà, que j'ai juste pris dans ce cours, question d'avoir des points différenciés. Voilà, donc on a par exemple les Y de la suite de Fibonacci, et après on va la représenter. Donc on va représenter les X et Y exemple. Donc voilà, donc c'est la même chose. Donc après ça, il existe encore des modèles plus raffinés. Donc pour des modèles plus raffinés, exemple, dans ce cas exemple, PLT, PLT c'est Matplotlib, c'est PyPlot, figure, c'est un objet de l'élément PyPlot qui nous permet de, bon, c'est pas seulement la seule chose, hein. Ici, dans ce cas, on met la taille de la figure. Donc, on dit que notre figure aura une taille de 10 sur 8. Et au niveau du titre, cette notion-là, ici, pour ceux qui aient une notion un peu de LaTeX, c'est, voilà, vous pouvez mettre de LaTeX à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le titre, donc le R, voilà, donc vous pouvez mettre du LaTeX, hein, c'est extensible, voilà, s'il faut dire ça comme ça. Donc au niveau du label, donc des X, donc on va nommer ça X, on peut aussi mettre, on pouvait mettre aussi, voilà, X, voilà, je sais pas, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc au niveau après ici de plot, ici on fait, ici maintenant on dessine comme ce qu'on a fait ici. Ici, on fait un dessin. Mais la différence, c'est qu'ici, on fait un habillage. Donc, marqueur, c'est une façon donc vous allez voir, on va faire l'affichage. Donc, c'est ce que donc voilà. Donc, ça, c'est le titre. Et ici, donc vous voyez, en label, c'est XXC. Et en Y, c'est Y. Au niveau donc, de marqueur, donc c'est ça au fait. Donc ici, on a juste tracé. Donc ici, on va maintenant marquer les différents points en fait. C'est les différents points qui nous ont aidé à tracer cette figure. Donc ici, vous pouvez voir les différents points que nous avons, qui nous ont aidé à tracer ça. Donc au niveau de marqueur, c'est pas là. Vous pouvez mettre aussi d'autres. Il y a beaucoup, hein, vous pouvez mettre. Donc voilà, ici, vous pouvez mettre plus. Voilà, il y a d'autres éléments aussi. Donc ça, c'est maintenant tout ce qui concerne l'habillage. Donc après, il y a la notion aussi, voilà, donc ça, on l'a vu. Après aussi, il y a la notion aussi des intervalles. Donc ici, on déclare, exemple, des points, 100 points, donc qui sont entre 0 et 2 pi. Donc, comme je disais, NumPy, il a des éléments mathématiques. Donc, vous voyez ici, élément pi, au fait. Donc, figure ça, on l'a vu. Donc, au niveau de l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On veut, notre intervalle sera divisé de cette façon, de 0 à pi sur 2, de pi à 3 pi sur 2, jusqu'à 2 pi. Maintenant, pour représenter ça, donc ici, vous voyez, pour ceux qui font du LaTeX, ils le voient très bien ici. Donc, pour représenter ça, on commence par 0. Après 0, on prend pi, donc c'est ce que vous voyez ici, ça c'est la tête. Pi c'est sur 2, frac c'est la fraction, donc jusqu'à pi, voilà, et voilà ainsi de suite, 3 pi, voilà, sur 2, jusqu'à 2 pi. Maintenant, dans cette notion ici, on va représenter, on va faire varier K, donc c'est parce qu'on peut représenter ici plusieurs plots sur une seule figure. Donc ici, on fait varier K. Donc K ici va aller de 1 jusqu'à 3. Et dans chaque label, on va lui donner, donc vous voyez ici, pour ceux qui ont fait un peu de langage C, ils voient un peu, lorsqu'on fait un printf, on met exemple pourcentage I, c'est voilà, c'est la même chose. Donc voilà, ici on va afficher l'élément K. Et le format, il est là comme le pourcentage et qu'on fait en langage C. Donc, on va essayer donc vous voyez ici, en termes
de légende. Donc, le bleu, c'est sinus I. Donc, comme le marqueur que on avait, voilà, on avait ici. Donc, voilà. PLT légende. PLT légende, c'est pour afficher la légende. Le show, c'est pour enlever le show. Donc, si le show n'est pas souvent obligatoire, mais si vous ne le mettez pas, vous allez voir la différence. Regardez, voilà. Donc, vous voyez, au niveau, quand vous ne mettez pas le show, cela s'affiche au fait. Donc, c'est maintenant comme une sorte d'objet. Voilà. Donc, je vais le remettre. Donc, maintenant, vous voyez au fait. Les différentes fonctions qui sont représentées en une seule fonction avec la notion d'intervalle qu'on a voulu faire respecter au fait. Un intervalle qui sera de 0 à 2 pi. Donc, c'est ce qui est là. Ntx. Donc, c'est un peu ça. Donc, la figure, si vous pouvez aussi on peut aussi la changer. Donc, vous voyez que, voilà, elle est un peu rétrécie. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cet élément. Donc voilà, ça c'est aussi la notion des limites. Donc parfois également vous pouvez limiter vos intervalles. Donc ça, là ici, c'est carrément une fonction que l'on définit. On lui donne des points, voilà, avec des x qui varient entre 0 et 40 et des y qui varient entre 0 et 40. Donc l'option ici c'est la notion des arguments parce que en Python on peut donner une liste de dictionnaires comme argument en fait. Donc au niveau voilà scatter. Donc scatter ici ça c'est la notion des nuages des points. Donc c'est des choses assez importantes. Donc ici c'est voilà la notion de scatter. Donc vous voyez ici c'était plot, tix pour les intervalles, plot pour des figures simples. Donc vous voyez, lorsqu'on fait maintenant du scatter, ça fait maintenant, ça donne un nuage de points. On va compiler ça. Donc voilà. Donc les points, il est composé de ça. Et donc ça ce sont les X, ça c'est les Y. Donc vous voyez que ça c'est un nuage de points en fait. Donc après ça, donc voilà, on a vu la notion des courbes, la représentation sur intervalle, des fonctions, comment on va dire, trigonométriques, voilà, qui sont importantes parce que parfois lorsque si des gens travaillent sur des signaux, ils auront besoin de faire ce genre de représentation. Voilà, et la notion des nuages de points, ça c'est l'une des choses basiques lorsque l'on fait de la science des données, représenter ces données. Et ensuite, là maintenant, on va passer dans la notion de la représentation en 3D. Donc c'est souvent aussi également important, surtout lorsque l'on traite des images. Donc ici, dans la représentation 3D, la fonction, on va dire la plus essentielle pour le faire, mais qui n'est pas obligatoire, hein. Ici c'est juste un exemple. Mais dans le cadre réel, vous n'aurez pas toujours besoin de ça. Mais ça c'est juste un exemple. Donc ici, on va repousser cette fonction que l'on veut représenter, celle-là, sur cet intervalle, pour les x égale à ça, et voilà, et les y égale à ça. Donc pour donner une idée globale, donc ici on déclare x et y, donc dans ce cas, x et y qui sont dans les mêmes intervalles. Donc vous voyez ici, c'est la même chose. Donc on déclare x, y de cette façon. En Python, c'est une façon de déclarer deux variables avec un même opérateur, s'il faut le dire comme ça. Donc ça, c'est pour donner une idée simple, c'est pour les notions mathématiques, c'est une fonction qui permet en fait, voilà, comme pour voilà la notion mathématique. Donc il va nous donner deux tableaux des dimensionnels, donc par rapport des x avec représentant aussi représentant les y et représentant les x. Donc pour une notion mathématique derrière tout ça, c'est lorsque on parle des lignes des niveaux, souvent on fixe d'abord y pour représenter, après on fixe le x pour représenter. Donc c'est un ensemble des différentes variables là qui va nous permettre de représenter notre élément. Donc vous pourrez essayer de faire aussi, voilà, approfondir sur cette fonction. Donc vous voyez ici,
Ça Oui, permet de créer une grille, c'est ça? oui, une grille, c'est deux tableaux en fait. Ouais. Deux tableaux, des X et donc des X et des Y et des Y. Donc, comme vous voyez, exemple ici, lorsque je fais exemple Y sharp, donc je fais X, Y égale à NP mesh grid de X, Y. Donc ici, il nous donne un tableau. Lorsque je donne le shape pour connaître la taille, il nous dit que c'est un tableau de, de 10 lignes et de 100 colonnes. Donc, si je fais aussi, par exemple, si je fais aussi Y, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, de 100 lignes et de 100 colonnes, en fait. Donc, la notion derrière ça, c'est la notion des courbes des niveaux. Exemple, lorsque l'on veut représenter une fonction à plusieurs variables ou à deux variables, qu'est-ce qu'on fait? On fait varier d'abord comment on va dire ça? Une variable. On fait d'abord varier une variable et on en déduit un tableau à l'intérieur. Et ensuite, quand on a déduit un ensemble d'éléments, après, maintenant, on fait varier la deuxième variable pour avoir un deuxième ensemble d'éléments, en fait. C'est la notion des courbes de niveau, en fait. Bon, pour rentrer dans la notion mathématique de la chose, en fait. Donc, D'accord. après ici, au niveau des Z, donc ici on applique, voilà, on applique ça. C'est cette opération qui est appliquée ici. Y sur 5 plus n exponentielle de x à la puissance 2 moins y. Donc après avoir fait ça, donc z ici c'est la même chose. Donc si j'essaie de représenter ça, voilà. Donc voilà, donc vous voyez un peu, c'est voilà, donc ici dans ce cas exemple, pour cette fonction, donc c'est la même chose. Et ici on représente sinus au carré de racine de x au carré plus 2. Donc le plus important ici, c'est la notion de la représentation 3D en fait. C'est ce qui est très important. Dans un projet réel, vous aurez des images, vous aurez peut-être des images, vous aurez peut-être des variables à trois dimensions où vous voulez les représenter au fait. Donc vous aurez des variables en X, vous aurez des variables en Y, et vous aurez des variables en Z au fait. Donc c'est la chose la plus importante ici, c'est ce côté au fait. Donc après, maintenant, comment représenter cela au fait? C'est donc ça, jusqu'ici, ça c'est de la pure mathématique pour représenter notre cas. Maintenant, dans ce qui nous concerne, dans notre cas, c'est ça en fait. Donc ici, on procède différemment. On déclare un élément figure, TLT, comme je disais, c'est myPlotlib. Ici, on a la notion de des figures, ça on l'a déjà vu. Ça, c'est nouveau. Donc, on prend un élément axe que l'on ajoute à l'intérieur de la figure. Figure add subplot. Donc ici, au niveau de ces éléments-là, il y a la notion en fait de l'ID de la figure en fait. C'est la notion de d'ID. Parce que en fait, on peut superposer. On peut aussi avoir d'exemple, deux subplots à l'intérieur d'une même figure. Donc, c'est cette notion, en fait. Ici, c'est la notion d'ID. Donc, ici, exemple, on met 3D, projection, 3D, parce que là, on veut voir trois variables. Donc, au niveau maintenant du titre, on fait maintenant set title. Donc, vous voyez que par rapport, exemple, à ce qu'on faisait ici, vous voyez que c'est plus vraiment pareil, en fait. Il y a une petite différence dans cette notion, en fait. C'est surtout ce que je voulais dire ici. Donc, on fait set title, on donne le titre, ça, on l'a déjà vu. Voilà. Set X label, ça également, on l'a déjà, ça également. Set Y label, ça, on l'a aussi déjà vu. Maintenant, lorsqu'on prend maintenant l'élément pour faire le plot,
Ici, simplement, on faisait toujours, et c'est où? Pas dans le scarter, ici. On faisait souvent plot pour 2 dimensions. Mais ici, c'est plus pareil. Vous voyez, ici, on fait point plot surface, au fait. Et là, on lui donne le X, le Y et le Z. Donc, Vmin, c'est pour dire que les éléments vont varier entre moins 1 et 1, en fait, Vmax qui est 1. Donc, Cmap ici, c'est, on va dire ça comment? C'est juste la notion de la couleur, hein. Ça, c'est la couleur, au fait. Donc, ici, exemple, donc, et au lieu de mettre exemple Viridis, je pense qu'il y a un truc qu'on appelle date. Donc, vous allez voir la différence. Voilà, donc, c'est juste ça, en fait. C'est cette différence-là, à ce niveau. Donc, au niveau aussi de l'axe Z, on lui donne aussi une limite, en fait. Donc, l'axe Z, qui est ça, qui est ici, on dit aussi qu'il varie entre moins 1 et 1. Donc, figure color bar surf. Donc, ça, c'est pour, comment on va dire ça, mettre tout ce design et, voilà, et le reste. Et à la fin, on fait PLT chaud. Donc, si on enlève aussi le PLT chaud, vous allez voir. Donc, ça va faire la même chose. On a comme un objet ici qui est projeté en faisant PLT chaud et il disparaît. Donc, c'est cette notion, en fait, de la représentation 3D. Donc, au niveau de Panda, plutôt au niveau de la représentation, on a vu quoi? Les intervalles, et les intervalles, les limites, les représentations 3D, les nuages de points, les fonctions trigonométriques et qui sont utilisées dans les signaux, voilà, et on va dire des fonctions ou des courbes, voilà, des courbes. Donc c'est ça. C'était un élément assez important. Maintenant, après ça, ici maintenant, je ne sais pas s'il y a une question. Donc après ça maintenant, ici, on rentre maintenant. Oui, Laoli. Juste au niveau des subplots là, Oui, ça plot, oui. j'ai pas bien compris au niveau euh, la deuxième ligne là où on en est à x égale à fil de point A de subplot. Le 1 là, c'est quoi? Tu as dit c'est quoi? C'est la notion de, comment on va dire ça, d'identifier en fait. En fait, il y a un élément, normalement, cette figure, je l'ai représentée, mais bon, je l'ai pas mis. Mais c'est la notion comment on va dire ça, d'ID en fait. Attends, tu vois. Voilà, tu vois. Ici, oh, attends, Musdim, voilà, je pense que c'est, en fait, parce que je n'ai pas l'exemple là, mais c'est la notion des dimensions, en fait. À l'intérieur, ces trois nombres, il y a D'accord. la dimension, il y a l'ID, et le troisième, je l'ai pas maintenant, en fait. Oui, D'accord. mais en fait, il peut arriver, si tu regardes la documentation, tu peux voir, en fait, les différents éléments, comment D'accord. D'accord. ils sont superposés comme ça. Tu pourras voir un truc comme ça. Puis on va essayer D'accord. ça ici. Moi, je sais pas si ça va donner quelque Ok. chose. Je sais pas. Tu peux voir. Voilà, c'était ça. Voilà. Tu vois un peu. Lorsque j'additionne ces deux-là, tu vois. Ces deux figures à l'intérieur d'une même figure, au fait, tu vois. C'est comme une manière d'identifier la figure qui sera dessinée, au fait, tu vois. C'est cette notion qui est derrière, au fait. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans ce cas, je pense que si je changeais ça, je pense que, voilà, tu vois. Ici,
et puis on n'a plus trop la même chose. Donc, ce sont ces deux éléments-là, juste que je l'ai pas en tête. Je pense que ça, c'est l'identifiant. Les deux autres, Ah, d'accord. hmm. C'est l'emplacement, je pense. Oui, oui, voilà, merci. Merci, c'est ça, c'est effectivement, c'est ça, c'est D'accord. l'emplacement, je pense, effectivement. Attends. Bon, malheureusement, je l'ai pas ici. C'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Je voulais Hmm, juste hmm. parce que j'ai un peu. Merci. Non, de rien. Merci également pour ta question. Voilà. Euh, Maintenant, au niveau de Panda, voilà, ça c'est le plus important, qui est le plus utile pour ce que nous sommes en train de faire. Donc, Panda, et donc pour ceux qui n'ont pas, donc ici sur mon PC, j'ai ça, je l'ai envoyé sur le Gmail. C'est, c'est une donnée qui représente on va dire ça comment, le coût de loyer en Californie en fait. Donc, Panda, c'est une bibliothèque, on va dire, c'est comme Matplotlib. Certaines fonctionnalités que l'on trouve sur Matplotlib, on le trouve sur Panda en fait. Et maintenant, la différence de Panda, c'est la lecture au fait, on va dire, des structures de données. Exemple, les fichiers, les éléments Excel, on peut le faire avec Panda en fait. On peut le faire avec Panda. Maintenant, donc dans ce cas exemple ici, je fais la même chose. Je déclare Panda, je mets un, je donne un alias PD pour Panda Data Frame. Donc je l'importe ici. Et ensuite au niveau du housing, donc le dossier dans lequel je travaille, donc vous voyez ici, il existe housing CSV. Je l'importe. Et ensuite, voilà, donc ici, j'ai j'ai un élément, j'ai un ensemble d'éléments. C'est un fichier quand même, bon, je vais pas dire assez grand, mais quand même assez grand. Donc ici, avec cette fonction, là maintenant, dans ce cas de Panda, là maintenant, on est en train de commencer à parler de comment aborder un projet de machine learning de bout en bout. Donc là, comment dire ça, pour dire clairement les choses, là maintenant, on est en train de voir comment faire du machine learning en fait. Donc cette partie, c'est vraiment ça. Donc on a une donnée, on va exemple nous donner une donnée. Ici dans ce cas, c'est sur Kaggle, c'est l'ensemble des données comment on va des loyers, s'il faut dire ça comme ça, pour parler simplement, dans une certaine localité aux États-Unis. Donc, lorsque on nous donne ce genre de base de données, la première des choses à faire, ce n'est pas commencer directement les algorithmes. Ce n'est pas commencer directement à implémenter un modèle. C'est d'abord comprendre les données que nous avons en face de nous. Quel est le genre de données que nous avons? Comment sont-ils? Donc, c'est en fait là maintenant, c'est la notion de l'abordage d'un projet de machine learning. Et l'abordage d'un problème de machine learning, ça commence à avoir une idée des données. Donc, l'idée des données, c'est une fonction simple de Panda, hid, qui nous permet d'afficher les 20 premiers éléments. Donc, on pouvait aussi lui dire de nous afficher juste les 10 premiers éléments. Il va faire la même chose. Donc, il nous affiche les 10 premiers éléments. On regarde à ce niveau. On a la longitude comme variable. On a la latitude. On a le housing median age, donc l'âge médian des maisons. Le total room, total bedroom. Voilà. Donc ici déjà, et quand on regarde, on voit ici, on a Ocean Proximity.
on voit nearby, nearby. Donc ici déjà, qu'est-ce que ça nous dit? On sait déjà qu'on a une variable qualitative. Donc, on a des variables quantitatives que l'on peut compter et on a une variable qualitative. Donc là déjà, on a déjà une idée de l'ensemble de données sur lesquelles on nous demande de travailler. Et ça, c'est très important pour décider de plus tard quel genre d'algorithme on va utiliser et quels sont les problèmes qu'on nous donne. Donc ici, on peut maintenant essayer de avoir une information sur nos données. Donc ici, lorsqu'on fait PDF info, là on va essayer de voir l'information de nos données. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Les différentes variables que nous avons. Donc ici, qui est représenté par colonne, on a la longitude, la latitude, etc. Maintenant, on essaie de voir, est-ce qu'on a des variables nulles? Est-ce qu'on a des variables non nulles? Ça, c'est aussi très important. Donc, ici, en termes de variables non nulles, on voit qu'on n'a pas de variables non nulles pour la longitude. On a 20 640 éléments qui sont non nuls. Et le reste, c'est presque pareil. Mais ici, maintenant, on voit qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, on a 243 variables non nulles. Donc, les autres variables qui restent pour arriver à 643, on comprend que ce sont des variables manquantes. Et lorsqu'on a des variables manquantes, c'est un autre processus qu'il va falloir appliquer lorsque l'on fait du machine learning. Donc, on voit le type de nos éléments. Donc, on voit ici que ce sont des floats, donc des nombres à virgule. Et ici, au niveau du Ocean Proximity, on voit objet. Bon, normalement, c'est des chaînes de caractères, mais Python, par définition, parce que tout ça, c'est derrière sur le Python. Python, on a dit que c'est un langage orienté objet. Tout ce que on fait avec Python, c'est du orienté objet. On voit la mémoire, donc on voit que c'est 1600 mégabits. Donc, on peut encore aller avec des fonctions Panda, faire une description. Donc, ces fonctions dont on est en train d'aborder là, vous pouvez les noter parce que on va dire, c'est des fonctions, voilà, basiques que l'on utilise pour faire du machine learning. Lorsque l'on travaille en Python, bien sûr, je le pense. Parce qu'il y a d'autres aussi, voilà. Donc ici, on fait une description. Donc, et voilà, au lieu encore on va chercher à calculer la moyenne, de chercher à calculer les quartiles, de chercher à calculer le premier, j'oublie comment on appelle ça. C'est pas les quartiles. Les quartiles, merci. Voilà, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième. Donc, en Python, il y a déjà ça, en fait. Donc, ici, on va regarder la moyenne pour la longitude. On voit que, voilà, c'est tel. Donc, quand ici, c'est le nombre d'éléments, hein, donc vous voyez. Donc, donc, quand ici, c'est le nombre d'éléments. Donc, vous voyez que total bedroom, ça revient, il y a 20 433 éléments. Donc, means ici aussi, c'est pareil. On a la moyenne, on a les quartiles, on a le min, on a le max. Donc là, déjà, lorsqu'on regarde ces différents éléments, on a déjà une idée, on peut se faire une idée des données que l'on a. Et ça, c'est important. Donc, après, on a la notion des variables qualitatives. Donc, comment gérer une variable qualitative? Ça aussi, c'est une autre question en fait. Parce que si on a des variables qualitatives, il va falloir les transformer pour que nos algorithmes puissent le comprendre. Parce que même lorsque l'on parle de la traduction automatique avec des algorithmes très, très divers comme le deep learning, aucune machine de deep learning ne comprend ne comprend le texte en fait. Derrière tout ce qui est, même lorsqu'un beau chatbot est fait, derrière, c'est que des nombres que la machine manipule. Donc, ça aussi, il va devoir faire une certaine transformation pour comprendre ça. Donc, ici, value compte, il nous donne plus ou moins l'ensemble on va dire des variables, des valeurs, voilà, s'il faut dire ça comme ça, des valeurs que nous donne notre variable qualitative. Donc, ici, vous voyez que lorsqu'on avait vu les on a nearby, et c'est la même chose ici.
Donc ici, on a nearby, mais il est répété 2290 fois. On a H océan qui est répété 9000 et quelques. Donc, et ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, après ça, on peut aussi essayer d'avoir une représentation graphique. Donc, voici pourquoi je parlais de Matplotlib, de NumPy. Donc, vous voyez que Panda ici, il fait un couplage. Il est entre le NumPy et il est aussi entre le Matplotlib. Donc, ici, on peut aussi avoir une idée des représentations graphiques de nos données. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et si on essaie d'avoir une représentation graphique de nos données, donc, ici, on a ici East. C'est quoi? C'est juste pour dire que à notre PDF, ici, c'est des Panda Data Frame, que je l'ai renommé ainsi. On veut des histogrammes de nos éléments. Donc, beans ici, c'est pour, comment on va dire ça? Le nombre d'intervalles que l'on veut avoir dans nos histogrammes, en fait. Donc, voilà, pour donner un cas complet, un cas visible. Par exemple, si on met ça exemple à 10, vous voyez. Voilà, vous voyez que maintenant, les intervalles maintenant sont réduits, au fait. Donc, ça, voilà. Donc, on peut laisser 50. Voilà. Donc, ça, c'est déjà important. Pourquoi? Parce que regardez un peu ici, pour ceux qui ont des notions statistiques, un statisticien, exemple, il va regarder, exemple, cette variable qui s'appelle media income, il peut déjà avoir qu'ici, il y a une variable qui est représentée sous forme de cloche. Donc, on monte et après on descend. Et ça, pour un statisticien, pour quelqu'un qui connaît un peu des lois de probabilité, c'est déjà peut-être que quelque part là, il y a une loi gaussienne que l'on peut appliquer au fait. Avec un écart type de combien, avec une moyenne de combien, ça, on n'en sait pas, mais déjà, c'est un coup d'œil au fait. Et qui peut servir au fait pour plus tard. Donc, c'est un peu ça. Après, on revient maintenant à nos éléments, tout ce qu'on a vu avec NumPy. Donc, Panda, il nous facilite ça. Donc, il peut arriver que l'on veut voir la représentation des données variable par variable. Donc, variable par variable ici, vous voyez, donc Panda également, vous voyez ici, on met plot. Plot, c'est quoi? C'est Matplotlib, parce que Panda utilise Matplotlib, au fait. Ça, c'est ce que je disais, au fait. Il utilise Matplotlib. Donc, pour quelqu'un qui fait purement des mathématiques, il va exemple utiliser Matplotlib comme on l'a vu, des représentations mathématiques, des figures, voilà. Mais dans le cadre de Panda, il utilise ça en fait en background en fait. Donc ici, donc vous voyez, lorsqu'on fait exemple, on fait cette représentation, Skyne ici, vous voyez quand ça revient, je mets Scarter. Et lorsqu'on a fait le NumPy, on a fait ici Scarter. On a mis Scarter ici également. Scarter, c'est quoi? C'est nuage de points. Donc, nuage de points, on croise quoi? Deux variables. La longitude et la latitude. Donc, vous voyez ici, et lorsqu'on fait PLT show, ça nous dessine quelque chose. Donc, ici, on a la longitude, ici, on a la latitude. Donc, on peut, voilà, il existe encore des systèmes pour mieux représenter des choses. Donc, exemple ici, et voilà. Donc, vous voyez ici, dans ce cas exemple, c'est le paramètre alpha. Donc, pour le paramètre alpha ici, c'est exemple pour voir ce qu'on appelle la densité. Donc, pour ceux qui font du traitement d'image, ils comprennent un peu de quoi qui ont fait du traitement d'image, ils comprennent un peu de quoi je veux parler. Mais lorsqu'on parle, exemple, d'une zone dense, c'est une zone, exemple, pour parler, exemple, de population, comme dans ce cas, c'est une zone assez peuplée. Donc, lorsque quelqu'un fait une représentation comme ça, exemple, il peut déjà avoir une idée de la densité, au fait, voilà, de ces deux variables, au fait. Donc, on voit, exemple, les zones les plus denses sont ici. Les zones les plus denses sont ici.
Voilà. Donc, et on peut faire varier ce paramètre, hein. On peut mettre, voilà, 0,2, voilà. On peut mettre ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, exemple, et pour revenir à ce qu'on a, parce que, exemple, derrière ça, peut-être que je vous ai un peu embêté avec la notion de, de représentation 3D, de la notion des CMAP, voilà pourquoi ça. Mais dans ce cas, exemple, on peut le voir. Vous voyez, exemple, ici, dans ce cas, exemple, vous voyez, ça revient jusqu'ici, exemple, pendant 2D. Donc, dans ce cas, c'est quoi? Je refais toujours une représentation de la longitude, la latitude. Ici, le paramètre alpha, on le met à 4. Donc, vous voyez ici, quand j'ai mis à 2, ça grossissait plus ou moins le paramètre alpha. En fonction, plus il monte, plus il grossit. Donc ici, exemple, on voit, ici, là, 0,4. Ici, en S, on représente la population sur 100. Donc, et le label, on met population. La figure, c'est 10 sur 7. Donc, vous voyez que ça revient, ce qu'on a fait en Matplotlib. Maintenant, ça, c'est le troisième axe. Ça, c'est le troisième axe, ici. Et CMAP égale à PLT, Matplotlib toujours. Get CMAP égale à jet. Donc, c'est la même chose, c'est ce qu'on... C'est exemple ici, voilà. Donc, on revient dans ça. Color bar égale à true pour colorer les images. Char-X égale à force. Pourquoi? Parce que si, en fait, je pense que c'est à partir de Python, je pense Python 6 ou 5, je sais pas trop. Ils ont modifié ça, en fait. Si, exemple, Char-X, c'est juste pour dire que le troisième axe doit être pris en compte, en fait. Si on l'enlève, vous verrez que, exemple, vous voyez qu'ici, ça donne longitude. En préparant le projet, ces problèmes. Donc, vous voyez ici. Maintenant, vous regardez, vous voyez, longitude a disparu au fait, parce que on n'a pas dit de prendre en compte le troisième axe, qui est ces médians ici, ces médians house. Donc, je dois mettre qu'il doit être pris en compte. Donc, voilà. Donc, tout ce que je viens de faire là, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de faire? 1. Je représente la population sous forme de pourcentage par rapport au nuage des points de la longitude et la latitude. Le canal alpha, il va nous permettre de colorier très fort les endroits où la population est très forte, et le CMAP médian, il va nous permettre de représenter le troisième axe, median house, ici, qui est le prix des habitations. Et ça, c'est juste pour changer les couleurs. Donc, on pouvait aussi mettre Villaris, comme on a fait en haut. La légende, c'est pas affiché la légende. Chose, c'est pas affiché la légende. Mais non, ça, c'est bien beau de faire ça, mais non, pourquoi ça peut être important? Donc, ça, comme je disais, c'est des données qui sont sur Kaggle. C'est une base de données sur les maisons dans un lieu des États-Unis, en Californie. Donc, vous voyez comment l'image du point est représentée. Donc, ici, vous voyez, exemple ici, on quitte de 100 000 à 500 000. 5 000 à 500 000. Donc, regardez un peu les maisons qui sont chères. Les maisons qui sont chères, on va dire, c'est ça. C'est ici, c'est ça qui est très cher. Donc, vous voyez. Où les maisons sont très chères, on voit que c'est ici, 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 ici. Et où les maisons sont exemple moins chères,
on peut voir, par exemple, que vers ici aussi, les maisons sont maintenant moins chères. Donc ça, pour quelqu'un qui fait la science des données, c'est déjà important. Et si, exemple, on essaie de taper, exemple, sur Google, carte de la Californie, donc vous voyez, regardez avec moi, ou bien non, on va prendre celle-là, voilà, merci, on va prendre celle-là. Vous voyez, exemple ici, San Francisco. Quand vous voyez ce découpage ici, et ça, vous voyez que c'est la même représentation en fait. Donc maintenant à partir de là, les maisons les plus chères, on voit ici exemple, c'est des maisons qui sont déjà entre 4 000 et 5 000 ici. Donc si on regarde à cette carte et si on revient ici, donc on voit ici donc qu'ici il y a l'eau. Donc pour exemple un data scientist, il peut voir que les maisons chères sont des maisons qui sont proches de l'eau. Et ça, c'est déjà important parce que plus tard, quand il voudra interpréter ces données, quand il voudra mettre ces modèles en marche, au moins s'il sait plus ou moins ce qu'il veut faire. Il sait plus ou moins l'état de ces données, en fait. Bien qu'il n'a pas encore touché à ces données, il les a pas encore mis dans des modèles, en fait. Mais il a déjà une idée, en fait. Et quand on voit aussi ici, à ce niveau, ici, on a des petits points ici. On voit que vers ici, les maisons sont moins chères. C'est le bleu ciel, Donc, on voit ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que peut-être lorsque l'on monte, lorsqu'on va ici, donc vers le nord, là-bas, les prix commencent à baisser. Les prix des maisons commencent à baisser. Mais vers ce niveau ici, les prix des maisons sont chers. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas encore touché aux données, plutôt aux modèles. On n'a pas encore touché à des algorithmes assez compliqués ou difficiles, mais on a déjà une idée. Et ensuite, on a maintenant la notion des matrices, la matrice de corrélation, pour le coefficient de corrélation de Pearson, que l'on peut aussi utiliser pour voir certaines choses. Donc, voilà. Donc, ici, on voit, exemple, au niveau de la matrice de corrélation. Donc, on va dire, la matrice de corrélation, c'est une matrice qui permet de voir quelle variable est dépendante de quelle autre, s'il existe des dépendances entre des variables. C'est très important parce que, exemple, lorsqu'on fait certains modèles, ou bien ce qu'on appelle la réduction des dimensions, si on se rend compte que certaines variables sont très corrélées, parfois on peut les enlever parce que si on connaît, exemple, si avec le coefficient de corrélation, si on connaît, exemple, une variable, on peut en déduire l'autre en termes de corrélation. Donc, c'est un peu cette notion. Donc, ce coefficient de corrélation, pour ceux qui font statistique et qui ont déjà une notion de statistique, qui voient bien de quoi je parle, ce coefficient de corrélation, il varie entre moins 1 et 1. La valeur, ici, exemple, la valeur des... Pardon, s'il vous plaît. Exemple ici, si je... Voilà. Donc ici, exemple. Voilà. Donc ça, c'est la matrice de corrélation en général. Donc maintenant, pour la comprendre, vous voyez, exemple ici, on a la longitude, on a la latitude. Ici aussi, on a la longitude, on a la latitude. Lorsque, exemple, on fait longitude, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que c'est une même variable avec elle-même. Donc, forcément, elle est corrélée. Après, on a la longitude et la latitude. Vous voyez qu'il y a une forte dépendance, en fait. Donc, la longitude et la latitude sont fortement corrélées, mais ils ont une corrélation négative. Et vous voyez que si on essaie d'interpréter ça, c'est normal. Parce que quand on parle de latitude et de longitude, la latitude, on descend, la longitude, on monte, au fait. Donc, c'est normal qu'ils ont
une corrélation négative au fait. Parce que quand un monte, l'autre descend en fait. Donc ça, c'est visible dans ce cas. Donc si exemple, on essaie de prendre exemple la variable, voilà, je l'ai noté ici, income, c'est ce que je disais ici, voilà, qu'elle a, ils ont tendance à évoluer, exemple ici, à évoluer ici, et quand on monte ici, on descend. Donc voilà, on peut le voir ici, pardon. Donc, income, 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 income. Voilà, median income, donc voilà, vous voyez ici la longitude et la latitude. Et maintenant, le prix médian, il est là. Median house, median house, median house, où il est. Voilà, median house, vous voyez ici, 0,68. Vous voyez? Donc, le median income, il a une corrélation de positif avec le prix des médians des maisons en fait. Donc c'est ici, donc plus la valeur des habitants augmente, plus la valeur du prix aussi du loyer augmente. Et on le voit même dans des grandes villes, même on va dire un peu presque partout, c'est un même phénomène. Donc voilà. Mais les autres variables, vous voyez que l'exemple ici c'est 0,02. Donc plus, donc pour dire des choses, plus le coefficient de corrélation est proche de 0, ça veut dire que il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de dépendance. Plus c'est proche de 1 ou moins 1, ça veut dire qu'il y a plus de corrélation. Si l'élément est proche de moins 1, ça veut dire qu'il y a corrélation négative. Si l'élément est proche de 1, ça veut dire qu'il y a corrélation positive. Donc ça veut dire quand l'autre monte, ils montent ensemble. Mais si c'est négatif, quand l'autre monte, l'autre descend. Donc c'est cette notion ici. Et ensuite ici, exemple pour l'élément median house, on peut aussi regarder ces éléments. Donc voilà, ici on essaie de regarder les variables corrélées à median house. Donc on le voit ici, ceci, voilà, 0,68, total room, il y a une corrélation de 0,13. C'est faible, mais il y a quand même une corrélation. House median âge, donc l'âge médian des maisons, il y a aussi une corrélation. Voilà, on le voit pourquoi? Parce qu'exemple, on peut comprendre que lorsqu'on vend une maison, on peut aussi regarder à l'âge aussi de la maison. Donc, c'est des variables qui peuvent aller ensemble. Donc maintenant, malgré ça, il faut comprendre que le coefficient de corrélation, il ne rend compte que des éléments linéaires. Donc, comme f de x égale à ax plus b auquel, voilà. Donc, ce qu'on appelle les applications affines. Donc, il ne rend compte que ça. Mais il y a d'autres corrélations. On peut en trouver voilà, de dépendance, exemple logarithmique, exemple de ln. Voilà, logarithme de base 10. On peut trouver ce genre de dépendance. Voilà. Maintenant, après, et dans cet exemple, il y a aussi une autre façon de le regarder. Vous pouvez le regarder graphiquement. Voilà. Donc ça, vous pouvez le regarder graphiquement. Donc, exemple, vous voyez, exemple ici, j'utilise Carter, un nuage de points entre la variable media income et la variable median house value. Et voilà, je mets ici alpha égale à 1. Donc, le prix médian des maisons et la population, voilà, médiane, au fait. Donc, on voit qu'il y a une dépendance, au fait. Donc, pour regarder ça, vous pouvez regarder, voilà, le coefficient de corrélation, ou ici, ou coefficient de corrélation. Donc, non, je vais mettre quoi? Figure. Ce qui non, il donne pas. Attends, coefficient de Pearson. Je vais taper Pearson.
pense qu'il va le donner. Non, il ne le donne pas. Je sais pas pourquoi. Normalement, c'est son première ligne qui le donne. Voilà, attends, on va regarder Wikipédia. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Donc, vous voyez, vous pouvez regarder ce genre de choses. Donc, exemple, vous voyez qu'exemple, quand c'est corrélé, quand exemple, il y a une corrélation, vous voyez, exemple ici, moins 0,8, c'est un peu touffu, voilà. Quand, exemple, il n'y a pas de corrélation, c'est 0, ça donne des figures bizarres. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu cette notion ici. Donc, voilà. Ici, on utilise le Panda. Donc, c'est un élément plotlib à l'intérieur du Panda. On utilise l'élément scatter matrice. Donc, la matrice du scatter, c'est pour le nuage de points. Voilà. Mais là, ici, c'est pour la corrélation. Voilà. La matrice de corrélation. Donc, ici, on lui donne les différents éléments qu'on veut voir s'ils sont corrélés. Donc, voilà, les attributs, voilà, total, home, house, media, age. Et à l'intérieur, donc, du PDF, on lui donne ces différents éléments-là. Et il nous trace plus ou moins leur représentation. Donc, voilà. Donc, ici, on peut voir qu'ici, media income, il y a une corrélation, en fait. Donc, voilà. Et après ça, après ici, on a représenté ça juste 2. Donc, maintenant, ici, on va terminer par là. Donc, ici, on va parler du machine learning. On rentre pleinement dans le machine learning. Donc, ici, comme je disais, on voit le processus. Comment mener un projet de machine learning de bout en bout, ou bien étape par étape. Donc, ici, dans la première chose, quand on a vu tout ce qui est compliqué avec NumPy, Matplotlib, et avec Panda, on comprend bien les choses pratiquement. Donc, on regarde aux variables, on comprend les données grosso modo, on essaie d'avoir une première idée sur nos données. Mais après, lorsque l'on a fait ça, lorsqu'on en a une idée sur nos données, et lorsque maintenant on veut faire des transformations de nos données, qu'est-ce qui se passe? On a des données que l'on veut maintenant faire entraîner à l'intérieur de nos modèles. Donc, le machine learning, il apprend des données qu'on lui donne. Donc, pour donner une image, c'est quelqu'un, plus on le nourrit, plus il se développe mieux. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'on veut l'entraîner, on a des données. On va l'entraîner avec quelles données? Est-ce qu'on va lui donner tout notre ensemble de données, donc nos datasets, ou bien on va lui donner une partie de notre dataset? Parce que si on lui donne tous nos datasets, la question qu'il faut se dire, c'est que il a déjà mangé tous nos données plutôt. Il connaît déjà tous nos données. Donc, l'autre question, c'est que comment on va faire maintenant pour savoir qu'il a bien appris au fait? Parce que si on lui donne toutes nos données dès le départ, il est possible qu'il va très bien apprendre les données qu'on va lui donner. Mais quand on va lui présenter quelque chose de nouveau, il ne saura plus quoi faire. Un peu comme un étudiant qui a fait tellement du par cœur. Maintenant, quand on essaie de lui poser des questions, exemple du style, que penses-tu, exemple, de E égale à MC carré? L'étudiant, s'il a fait du par cœur, il est maintenant bloqué, il ne sait pas, il ne peut plus répondre c'est quoi, que penses-tu de E égale à MC carré? Mais lorsqu'exemple, on lui a demandé pendant l'examen, ou bien pendant un moment quelconque, il a bien utilisé la formule E égale à MC carré. Parce que, exemple, il était dans ce cas-là. Mais lorsqu'on le sort d'un autre cas, il n'arrive plus. Donc, c'est un peu la même chose avec le domaine du machine learning. Donc, voici pourquoi on parle de la notion des données de train et des données de test. Donc, lorsqu'on a notre dataset, on doit le diviser en deux parties. Une partie du test, une partie du train, donc du training, de l'entraînement. Donc, pour le faire, maintenant, on rentre pleinement dans le machine learning. On a la bibliothèque scikit-learn qui est l'objet de notre
formation, sklearn. Donc ici, on utilise l'élément mode sélection. Donc, on importe le module train test split. Donc, et ici, il va nous permettre de diviser nos datasets. Donc, il va nous permettre de diviser nos datasets selon la mesure ici qu'on utilise, qu'on appelle au 80-20. Donc, on aura 80% de nos données qui sont des données de training et on aura 20% qui sera donné de test. Donc, ici, c'est 0,2. Random state, c'est la notion de aléatoire. Donc, ici, au niveau de random state, vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 2. Mais généralement, vous allez trouver dans des travaux des gens, des documentations, les gens mettent 42. 42, c'est, on va dire ça comment, c'est lié juste à une histoire, en fait, comme des histoires de sciences contemporaines, en fait. Voilà, c'est une histoire, en fait, par rapport au nombre aléatoire. Vous pouvez essayer de le regarder, mais vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4. Et donc, lorsque on va le lancer, exemple ici. Donc, vous allez voir le type de train test. Alors, il prend un peu de temps parce que, voilà, je le lance en local ici. Voilà, donc vous voyez, train test, c'est quoi? Donc, train test, c'est Panda Core Frame Data Frame. Donc, c'est toujours un data frame. C'est toujours un élément de Panda Data Frame. Donc, après, on peut faire la même chose qu'on a fait. On va faire un histogramme de la méthode median income. Donc, ici, la méthode median income, vous allez voir que, exemple, c'est une méthode, c'est une variable, pardon, ici, dans notre cas, c'est une variable plafonnée, au fait. Elle varie entre 0 et 700. Exemple, dans ce cas-là, c'est un cas que j'ai eu à cœur qu'on le partage. Lorsque, exemple, on fait des statistiques, les personnes, par exemple, ils vont vouloir faire une expérience en tirant aléatoirement au niveau d'une population, exemple, pour savoir combien de personnes consomment, exemple, du sucre. Lorsqu'ils vont faire ces statistiques, ils devront faire attention parce que lorsqu'ils vont faire le tirage, il est possible que, exemple, dans cette population, il y a 59% des femmes et peut-être 41% des hommes. Donc, s'ils tirent seulement au hasard, comme nous on vient de faire ici, avec ici, ça c'est un tirage en random, il y aura un problème. Donc, ça veut dire que dans nos données, nous allons traîner ce qu'on appelle un biais on va dire stratifié au fait. C'est un biais au fait parce que nos données ne vont pas représenter ce véritable contexte au fait. Donc, dans notre cas ici, la variable exemple est media income. Il est possible que, exemple, lorsque l'on fait un travail, le patron à qui, ou bien le monsieur à qui appartient, exemple, l'agence immobilière, qui veut comprendre des choses, il va, exemple, peut-être nous dire que non, monsieur, la variable median income plutôt, est très importante pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une prédiction, on doit tenir compte. Cette variable-là est très importante pour nous. 1. La variable est plafonnée. Ici, dans notre cas, on a une variable qui est plafonnée à 7000. 2. Il est possible que si on ne tient pas compte de ce qu'on appelle le tirage stratifié, en tenant compte de ce pourcentage d'exemple, dans le cas des hommes et des femmes que je viens de donner, donc on va traîner des billets au fait. Parce que après, quand on va faire un exercice, par exemple, quand on va aller en entreprise réelle, il est possible qu'au niveau de media income, on va trouver une variable, exemple, de 8000. Et à ce moment, notre algorithme de machine learning, quand il aura appris nos données, pour lui dans sa tête, il aura appris peut-être que la variable 7000 est un plafond. Et donc, ça veut dire que plus tard, quand on va le mettre en entreprise, il va commencer à produire des choses, on va dire que non, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est la manière dont on l'a demandé d'apprendre. Il nous renvoie juste ça, en fait. Donc, ici, c'est ce qui se passe. C'est ce que j'essaie de mettre ici en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On crée exemple, on va créer une autre variable qui va nous permettre maintenant de mieux faire ce tirage, au fait. On va maintenant faire pour ce tirage. On va maintenant mieux faire ce tirage, cette division.
on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler income catégorie. Donc, quelle sera maintenant? Elle va varier. Donc, voici les intervalles de 0 à 1,5, de 3 à 4,5, de 6 jusqu'à l'infini, au fait. Donc, vous voyez qu'ici, il y aura la notion de plafonnement, en fait. Donc, on va lui donner des labels. Ce sera label 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quand on fait ça, donc ici, quand vous voyez PDF coûte, ça, c'est pour faire la transformation, en fait. Ça, c'est une variable qui nous permet de justement faire cette transformation-là. C'est-à-dire créer ces différents intervalles à l'intérieur, ces catégories. Donc, on va le faire. Voilà. Et on va afficher, exemple, input 4. Donc, vous voyez, maintenant, nos différents voilà, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la catégorie 5 a 2300 éléments. La catégorie 4 a maintenant 3600 éléments. Donc, lorsque on va en faire un histogramme de ça, vous voyez, voilà. Donc, on fait un histogramme. Voilà la première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, quatrième catégorie, cinquième catégorie. Vous voyez? Et là, il n'y a plus la notion de plafonnement, en fait, parce qu'on a mis ça, on est fini. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour éviter, par exemple, c'est ce genre de problème à l'intérieur. Maintenant, une fois qu'on l'a fait maintenant, on va maintenant faire, donc vous voyez, on revient maintenant. Ici, on a fait un random sans stratifier, sans faire la stratification, s'il faut le dire comme ça. Donc, on va maintenant utiliser un élément qu'on appelle stratifier shuffle split. Donc, shuffle ici, c'est la notion de mélanger, en fait. Split, c'est diviser. Donc, on va déclarer notre élément split, stratifier shuffle, n split ici, split égale à 1, ça veut dire, au fait, la façon dont on va les tirer, au fait. Est-ce qu'on va les tirer n à 1? Est-ce qu'on va tirer 2 par 2? Est-ce qu'on va, bon, donc ici, on tire n à 1, en fait. Et c'est la meilleure. Tant que notre data n'est pas assez volumineux. Donc, dans ce cas également ici, notre data n'est pas assez volumineux. C'est la meilleure. Mais sinon, si peut-être c'est très, très grand, on peut le modifier, en fait. Donc, ici, on va maintenant stratifier notre intervalle en fonction maintenant de la variable catégorie income, en fait, que l'on a créé dans ce cas, en fait. Donc, on le fait ici. Donc, ici, c'est juste pour faire des vérifications, vous allez comprendre. Voilà. Donc, au niveau de strat, voilà, le nombre de valeurs, et on le divise par le nombre de valeurs de strat test 7. Donc, quand vous voyez au niveau des éléments, le pourcentage, donc ici, si vous essayez de voir, ici, c'est un taux, en fait. C'est un taux. Mais si vous voyez ici, c'est là, on utilise strat-test. On utilise les données du test qu'on va utiliser pour tester nos éléments. Donc, voilà. Maintenant, ici, on utilise maintenant tout le dataset. Donc, vous voyez, ici, c'est PDF. Value une compte le nombre d'éléments et on le divise par l'un PDF. Regardez. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait, en fait. C'est ce qu'on appelle le tirage stratifié. Donc, le taux au niveau, exemple, de la catégorie 3, lorsqu'on utilise les éléments de test, on est à 0,35. Lorsqu'on utilise les éléments, l'élément 2, c'est 31. Donc, vous voyez que c'est pas très loin, en fait. On est à un chiffre d'erreur, en fait. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, ici, également, j'ai fait plus ou moins une manipulation qui permet de voir ça là. Donc, ici, je vais les comparer. Donc, pour voir cette comparaison, vous voyez, exemple, que lorsqu'on a utilisé toutes les données, l'erreur ici, vous voyez que elle est de 0,39. Lorsqu'on utilise l'élément stratifié, c'est 0,39. Donc, on a quelques chiffres de décalage près. Vous voyez, c'est pas très long en fait. Également ici, également ici, également ici, c'est également ici. Donc, on a respecté la proportionnalité de la population des individus.
Maintenant, lorsqu'on fait simplement aléatoire, le random que j'ai fait ici, vous voyez, pardon, voilà, le random que je fais ici, vous voyez que là, maintenant, il y a un problème. On est à 0,4, 0,32, 0,35, 0,7. Donc, vous voyez qu'il y a une erreur. Donc, on va traîner dans nos algorithmes. Si on ne voit pas ce genre de problème, on va traîner des billets. On appelle ça des billets, au fait. On va traîner des billets. Donc, voilà, lorsqu'on essaie de voir les pourcentages voilà, d'erreurs, vous voyez que, voilà, ici, on est dans avec le random, on est dans voilà, les 97%, 1,2%, voilà, moins 4%, donc voilà. Alors qu'ici, on est avec le strat, on est dans les 0, et quelques, 0, et quelques. Donc ça, c'est très important en fait. Maintenant, une fois qu'on a fait ça c'est une variable qu'on a utilisée de création pour diviser nos variables. Maintenant, puisqu'on a divisé notre dataset en respectant ce critère, qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? On peut comment on va dire, supprimer ça de notre dataset. Voilà, mais voilà, c'est pas obligatoire en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, il est effectivement 19h01 à ma montre. Je vais m'arrêter là et voilà, on se dit d'abord merci et voilà, s'il y a des questions, des remarques, des suggestions, voilà, on peut discuter et voilà quoi.